incisif. Il est sur son bureau à paniquer. J'ai attendu 10 minutes. Et après, j'ai vu une femme de 55 ans, à peu près. Je me souviendrai toujours de cela. Elle descend, elle me dit c'est vous, monsieur Raymond. Je lui dis oui, oui. Est-ce que vous voulez me suivre? Je dis je suis condamné à quoi? Et elle me dit écoutez, voilà, vous voulez un acte de naissance, mais je ne comprends pas, vous l'avez eu? Je dis oui, on vient de me le donner, effectivement, mais ce n'est pas l'extrait d'acte de naissance complet. Elle dit mais comment un acte de naissance complet? Écoutez, je suis un petit peu bébête, c'est vrai, je suis un peu naïf, enfin, j'en ai eu un autre entre les mains, et c'était beaucoup plus complet. On me dit au moins le nom, j'allais dire que j'étais adopté, j'étais même légitimé, le terme qui a été employé ce matin, et je donnais quelques détails, sans évidemment le nom de mes parents biologiques, puisqu'il faut employer ce terme aujourd'hui. Elle me dit c'est pas possible. Alors, comme j'avais encore des petits réflexes scolaires, je connaissais pas. Alors, cette scène est formidable. Je la vois, elle avait un rouleau de papier devant elle, qui était un fax, et elle était là, la féminine. Très sûre d'elle et du pouvoir, ça veut dire qu'elle pouvait avoir entre autres sur moi les pouvoirs que lui conférait et elle me dit, mais alors je lui dis, écoutez, voilà, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Et je lui ai dit intégralement ce qu'il y avait dans l'acte de naissance, je le connaissais quand même bien. Et j'ai vu ce phénomène, elle a dit oui, vous avez raison. Et elle a gardé le papier. Je trouve ça extraordinaire. J'aurais jamais dû voir ça. Je dis simplement pour ceux qui sont éventuellement dans le même cas que moi, qui ont bien connu les problèmes de l'adoption, c'est quand même intéressant quand on a dit encore peu de temps que l'on pouvait accéder à son dossier, que l'on pouvait, j'allais dire, faire toutes les démarches que l'on voulait, que les femmes, quand on... Alors, je me suis aussi battu un petit peu par rapport à l'accouchement sous X aussi, bien sûr, que les femmes qui le voulaient pouvaient écrire une lettre si, effectivement, elles souhaitaient ne pas accoucher sous X, mais éventuellement qu'il y ait un recours possible. Bon. Donc, il y a 6 ans, pour ceux qui ont encore des doutes sur la modernisation de l'administration dans ce domaine, je peux leur lever, c'est une administration qui s'y met. Bon. Alors, je dis simplement ça, pourquoi? Parce que, bon, j'ai la chance d'avoir pu, comment dire, prendre un certain recul, d'avoir, au passage, je ne connais toujours pas mes parents biologiques et je ne vois pas d'ailleurs comment je pourrais les retrouver parce que dès qu'on cherche dans les archives de l'Emelsborn, on vous dit évidemment tout à vous. Dès qu'on cherche dans les... J'étais enregistré dans une clinique, alors je vais revenir sur la dernière information que vous avez donnée tout à l'heure par rapport à la pouponnière d'Auteuil qui a réellement existé et qui faisait partie effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait partie d'un réseau. Puisque je suis passé par là, j'ai retrouvé les papiers, oui, tout à fait. Donc d'un réseau, c'est-à-dire c'est un médecin et qui faisait, disons, qui alertait, ça existe toujours de bonne manière, qui alertait des parents qui voulaient adopter, qu'éventuellement il y avait des enfants qui seraient disponibles, qui étaient sur le marché, et comme effectivement les Emelsborn à l'époque fournissaient de beaux produits, en effet, j'allais dire, il y avait un travail de connexion qui pouvait être intéressant à effectuer. Et cette fondation, entre autres, le faisait officiellement. Alors, je dis ça parce que on a parlé du secret, on a parlé de la mémoire, on a parlé du traumatisme. Je crois que toutes les personnes qui sont ici savent effectivement ce que c'est. Je crois que derrière ça, c'est le problème de l'identité, c'est évident. L'identité qui est complètement niée. Tout à l'heure, Madame Catherine Durand évoquait effectivement la rupture un petit peu d'une lignée généalogique. Je crois que maintenant, sur un plan psychologique, il faut se rendre compte, et non seulement, je parle par rapport à des personnes qui sont ici, donc qui ont vécu, j'allais dire, tous ces traumatismes liés à des, comment dire, à des secrets concernant leur naissance et surtout, j'allais dire, la complexité, pour être gentil, de leurs origines, mais d'une manière encore plus générale. Je le dis en anglais, ce qui n'est pas pris en compte, c'est non seulement, c'est même pas l'adoption, c'est l'abandon.
C'est cette notion d'abandon, et j'ai eu l'occasion d'en parler assez longuement avec Boris Cyrulnik, qui a fait un travail formidable, comme vous savez, sur la résilience, qui a bien décortiqué ce concept, c'est-à-dire la faculté des personnes à rebondir un petit peu après des chocs, après des effets très traumatisants dans leur existence. Il faut aussi savoir, et là je le dis en tant que praticien, il faut savoir à quel point peu de gens échappent, j'allais dire, à ces traumatismes. Et combien de gens sont marqués à vie. Et comme l'a très bien souligné tout à l'heure une personne aussi, non seulement eux, mais leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce qu'il y a des théories, sans vouloir rentrer dans les grandes théories, il y a ce qu'on appelle les romans familiaux, ce qu'on appelle aussi, sur le plan psychologique, c'est-à-dire des scénarios. C'est-à-dire qu'on est tenté, lorsqu'il n'y a pas une prise de conscience telle que l'a évoquée Mme Durand tout à l'heure. Elle a insisté sur des notions très riches, c'est-à-dire à la fois d'émotions, de savoir nommer ces émotions et de pouvoir, j'allais dire, faire que ces émotions nourrissent les représentations. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que cette conscience commence à être active, à être effective. Mais il faut accepter les émotions. Il faut accepter de pouvoir les regarder en face. Il faut accepter ce que quelqu'un d'autre a dit, c'est-à-dire l'innommable, l'impensable. Il faut avoir le courage d'accepter, il faut avoir le courage aussi de pouvoir en parler. C'est un temps, et vous le savez tous, vous qui êtes ici, c'est un temps qui est long, qui est extrêmement difficile, qui demande une énergie ahurissante. Ahurissante, j'insiste là-dessus. Tous ceux qui ont connu ces difficultés identitaires, c'est-à-dire ont dépensé pratiquement toute leur énergie dans l'ajustement aux autres, dans la recherche de leur identité, dans comment, j'allais dire, arriver à être, entre guillemets, normaux par rapport aux autres. Car ils sont tous, et moi je sais, si j'ai eu l'occasion après de rencontrer d'autres personnes dans ces situations plus ou moins difficiles d'adoption, et encore pire d'adoption dans les situations complexes qu'on évoquait, on est, j'allais dire, des personnes qui passent une partie de notre énergie à essayer de réparer ce qui a été, j'allais dire, cassé, ce qui a été interrompu, ce qui a été bouleversé. Il y a d'autres causes de traumatisme dans la vie, bien sûr, et je le sais, mais celle-là en est une profonde parce qu'elle touche à l'identité de la personne. Et ce que je voudrais dire, et je m'excuse ici auprès de deux personnes, Chantal Lasbaz tout à l'heure, qui a été évoquée par Mme Jean, qui a fait un très très beau film justement sur les Bondsman, et aussi Christophe Weber, vous allez voir le film tout à l'heure, qui est aussi un excellent documentaire, un excellent film. Je m'excuse auprès d'eux parce que je n'ai pas eu à l'époque, ils m'ont contacté pour faire partie de ces films. Et à l'époque, Mme Lasbaz avait intitulé, je crois qu'elle l'a fait, son film Les enfants de la honte, et je ne voulais pas m'associer à ce titre, parce que je trouvais que personnellement ce titre, je n'avais pas envie de vivre. J'ai deux filles, entre autres, j'ai deux enfants, j'ai deux filles, et je n'avais pas envie qu'elles portent peut-être ça aussi. J'ai eu la même réaction, peut-être avec le recul, peut-être que je change aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai eu la même réaction pour Christophe Weber qui m'avait joint très très gentiment, qui est un garçon d'ailleurs tout à fait charmant aussi, qui a fait un très beau film. Et lui appelait ça Enfant de Bosch, et j'ai pas eu envie non plus de m'associer, j'allais dire, à ce titre. Je m'en excuse auprès d'eux parce que je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Mais c'est simplement l'expression encore peut-être d'un petit aspect que je n'avais pas encore résolu complètement. C'est-à-dire vis-à-vis de mes filles, entre autres, de ma famille de filles, je dis, j'ai pas forcément envie encore que mes filles se trimbalent ça. Si je peux éviter, tant qu'à faire, d'ailleurs j'avais beaucoup hésité quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, bon, c'est toujours le problème de chacun d'entre nous, jusqu'où va-t-on dans ce que l'on est, et il arrive le sens de la vie, et au moins d'essayer d'exprimer ce que l'on est, de dire ce que l'on est. Je me dis, bon, est-ce que je publie ce livre ou pas? J'ai choisi de le publier, et je me suis dit, dans mon travail, je fais des choses extrêmement différentes. Dans mon travail, est-ce que je ne vais pas être un petit peu, comment dire, montré du doigt? C'est ça, donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens finalement très, à la fois compréhensifs et intelligents, donc ça m'a encouragé à continuer à en parler et à dire. Mais vous et beaucoup de gens ici le savent, il faut affronter ce
comment dire, le fait de pouvoir parler de ça. Et j'avoue que personnellement, le fait d'avoir compris que j'étais né dans ce genre d'institution a été assez lourd quand même. Ce qui est assez, je fais juste une petite parenthèse parce que les voies de l'inconscient sont toujours extraordinaires. Parmi mes occupations, ma mère adoptive était présidente du comité, comme par hasard, de Croix-Rouge à l'époque, de Croix-Rouge qui était de Sénoise, où se trouvait, entre autres, Chantilly-la-Morlaix. Et